Bonjour et bienvenue dans Esprit d'entreprise, l'émission des grands entretiens du Figaro TV, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Bonjour Olivia. Bonjour Gaëtan. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Miloud Benahouda. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le patron pour l'Europe de l'Ouest de Barilla, qui est un grand groupe agroalimentaire italien. Et qui est surtout le champion du monde des pâtes. Barilla, c'est le nom du fondateur de l'entreprise qui va bientôt fêter ses 150 ans. Elle a été créée en 1877 à Parme et c'est toujours une entreprise familiale qui réalise 5 milliards de chiffre d'affaires. Alors Barilla, c'est bien sûr les pâtes que tout le monde connaît, mais c'est aussi les biscuits Mulino Bianco, très connus en Italie. C'est le pain suédois Vasa. Et puis en France, c'est Harris, bien connu des consommateurs. Et la France, d'ailleurs, c'est un pays important pour Barilla. C'est son 3e marché, après l'Italie et les États-Unis. Et c'est un pays dans lequel vous avez une base industrielle, puisque Barilla détient 4 usines pour fabriquer du pain Harris. Il n'y a que les pâtes qu'on ne fabrique pas en France, mais on ne les fabrique qu'en Italie. Et ça, c'est pas prêt de changer. Alors, on va revenir justement sur cette stratégie et comment vous conciliez l'italianité de vos produits d'origine et votre développement à l'international. Vous nous expliquerez quels sont les grands relais de croissance, ils sont nombreux pour Barilla. Comment aussi vous comptez faire manger plus de pâtes et de sauces aux Français, parce qu'on est encore loin des Italiens. Et puis surtout, pourquoi c'est toujours la guerre entre les distributeurs et les industriels en France. C'est un sujet que vous connaissez bien puisque vous vous en occupez au sein de l'ANIA, qui est le syndicat du secteur. Mais d'abord, on va revenir sur la stratégie de Barilla, puisque vous êtes le roi des pâtes, Gaëtan le disait, dans le monde. Donc vous êtes leader au niveau mondial, vous êtes numéro 2 en France. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents Panzani ou Lustucru, puisque des pâtes, rien ne ressemble plus à une pâte qu'une autre. Quelle est votre spécificité ? Alors j'ai envie de dire, c'est cette expertise de la gastronomie italienne. Donc Barilla, comme vous le disiez tout à l'heure, est né en Italie il y a un peu plus de 140 ans. Et puis je pense que la vision des fondateurs en Italie, ça a été de se dire qu'à un moment, il fallait exporter ce plat de pâtes à l'italienne dans le monde entier. Donc c'est ce qui s'est passé en France en 1969. D'ailleurs la France a été le premier marché où le père de l'actuelle génération a démarré ses ambitions internationales avec cette idée simple qui était, une fois de plus, on amène le meilleur de la gastronomie italienne sur la table des Français. Et alors, vous n'êtes présent que sur les pâtes sèches, ce qu'on appelle, et pas sur les pâtes fraîches, qui est pourtant un segment qui marche très bien. Pourquoi ? Parce que c'est pas votre métier ? C'est pas notre métier, c'est pas notre expertise. Les pâtes fraîches, c'est un autre logiciel, c'est un autre modèle industriel, c'est un autre modèle de développement qu'on assume parfaitement ne pas connaître et ne pas maîtriser. C'est la même recette quand même. À la base, c'est potentiellement pas toujours, pas toujours, parce que c'est blé dur ou blé tendre. Il peut y avoir effectivement des nuances, mais non, nous on a un peu cette cette conviction qu'on se concentre sur ce qu'on sait faire de mieux. Et ce qu'on sait faire de mieux, ce sont des pâtes sèches, ce sont des sauces, ce sont les métiers de la boulangerie. Et on ne sait pas faire aujourd'hui des pâtes fraîches. Et alors les sauces, justement, vous en parlez, il y a un phénomène de consommation en ce moment autour du pesto. Oui. Et alors, vous avez lancé une grande opération et vous avez beaucoup investi là-dedans. Vous misez beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cet engouement ? C'est très français ou c'est partout dans le monde ? Non, alors c'est très partout dans le monde. Ouais. Très récent. Tout le monde se passionne pour le pesto. Oui, et vous l'appelez phénomène et je l'aurais appelé de la même manière parce que quand on voit les chiffres de développement, c'est très impressionnant et ça nous impressionne nous toujours encore aujourd'hui. C'est plus 30%. En France, le chiffre d'affaires a été multiplié par 4. Ces 10 dernières années. Donc ouais, c'est assez merveilleux. C'est un produit qu'on a lancé, on a lancé le premier pesto en France en 1994. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, la recette pesto est la première recette en chiffre d'affaires du rayon des sauces en France. Donc devant la classique bolognaise, si vous avez posé la question, vous m'auriez dit la bolognaise, mais non, c'est le pesto. D'ailleurs, le vert et le rouge, qui sont les 2 plus gros chiffres d'affaires du rayon. Donc non, alors le développement, je trouve que c'est un produit assez incroyable. Donc je trouve que c'est un produit qui nous rappelle, nous, industriels de l'agroalimentaire, que quand même ce qui fait la différence, c'est la qualité supérieure d'un produit. Et je pense que ce qui nous est reconnu, c'est une qualité supérieure, une recette qui est différente. Ensuite, nous, on a beaucoup investi. On y a cru il y a 4-5 ans, on a décidé de surinvestir ce segment-là.
Et puis, comment ça se passe quand on dit, bon allez, on va aller à fond sur le pesto, il y a de la recherche, développement, de l'innovation, comment vous travaillez? Alors, vous travaillez toujours, une fois de plus, votre point de départ, c'est les attentes de vos consommateurs, ce à quoi ils aspirent. Donc, je peux vous dire, sur le pesto, il y a différentes, cultures de recettes. Il y a une recette plus huileuse, une recette plus crémeuse. Nous, le parti pris, par exemple, ça a été la recette la plus crémeuse et ça a été le bon choix, donc ça part de là. Ensuite, pour le développement du marque, ce qu'on appelle, nous, c'est un travail de pénétration et de recrutement de consommateurs, parce qu'aujourd'hui, on fait plus 30, c'est la première recette, mais il n'y a qu'un consommateur sur 3 qui achète du pesto dans l'année. Donc notre job, c'est de faire en sorte qu'on aille chercher les 2 tiers qui n'achètent pas de pesto pour l'instant. Et puis je pense aussi que derrière le pesto, il y a un phénomène de praticité. Puisqu'on va c'est ça en fait que vous innovez, c'est que là où les gens ne cuisinent plus, vous leur apportez des solutions. Voilà, c'est-à-dire que le pesto, c'est la recette de pâte la plus facile fondamentalement à faire à la maison et qui nécessite le moins d'ingrédients et le moins d'équipement. Donc je pense qu'il y a aussi un phénomène de praticité derrière le pesto où globalement, très simplement, en un quart d'heure, vous pouvez vous faire une belle recette de pâte sans trop de complications. Alors vous avez une marque en Italie qui s'appelle Mulino Bianco, on en parlait tout à l'heure, qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires avec un autre phénomène en France, c'est le Baiocchi. Est-ce que c'est une marque que vous pourrez développer en France sur le biscuit? Alors, Mulino Bianco, c'est une marque assez fantastique en Italie. C'est la marque alimentaire préférée des Italiens. Ça fait plus d'1 milliard d'euros. Fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc non, alors et en France, on a des ambitions que j'appellerais humble, puisque aujourd'hui la plateforme. Il y a quand même Ferrero, il y a des gros acteurs. Il y a du monde. Aujourd'hui, on est sur un marché français qui est quand même extrêmement développé avec des intervenants majeurs. Donc voilà, humblement, à notre échelle, oui, on a Baiocchi qui, une fois de plus, vous avez raison, c'est une croissance à plus de 10%, qui fait son travail. Notre manière de lire ce développement-là, c'est plutôt de se dire que Harris pourrait bénéficier du développement de l'expertise en boulangerie de Mulino Bianco. D'accord, donc vous ferez des produits Mulino Bianco sous la marque Harris qui marche très bien. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une maîtrise des métiers de la boulangerie, c'est plus de 8 technologies en Italie, et on se dit que oui, la marque Harris en France, qui comme vous le disiez tout à l'heure est une marque très importante dans le quotidien des Français, c'est la 7e marque alimentaire la plus achetée en France, pourrait bénéficier de ces technologies-là que nous ne disposons pas dans nos crêpes-usines en France. C'est plutôt comme ça qu'on voit les choses. Alors, Harris, c'est une entreprise que vous avez rachetée il y a quelques années. Est-ce qu'il y a d'autres marques qui vous feraient rêver sur les étals? Parce que vous faites de la croissance interne, vous innovez, mais enfin, parfois aussi vous achetez. Oui. Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que vous regardez des marques? Oui, alors on est une entreprise qui assume le fait qu'on est dans une situation financière qui nous permettrait de faire des acquisitions et que oui, il y a cette volonté une fois de plus de continuer à chercher de nouveaux relais de croissance. Donc voilà, s'il y a des opportunités qui se présentent, comme vous dites, de belles marques, c'est des choses qu'on regardera. Plutôt en Europe ou plutôt aux États-Unis? Il n'y a pas, j'ai pas envie de dire, il n'y a pas une fixation là-dessus, c'est plutôt de se dire, comme vous le disiez, une belle marque avec un potentiel de croissance, de développement, qui soit aussi potentiellement cohérente avec, une fois de plus, nos expertises et nos métiers. Donc aujourd'hui, on a plutôt vocation à se dire, c'est ou les métiers de la boulangerie ou le plat de pâtes à l'italienne, pour rester concentré sur ce qu'on sait faire de mieux. Mais oui, ça fait partie des choses, de notre quotidien, de regarder autour de nous si les opportunités venaient à se présenter. Alors, on parlait des États-Unis, vous êtes très présent là-bas, ça fait un quart de votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous pourriez être amené à investir un peu plus là-bas, notamment pour vous adapter à l'environnement tarifaire qui est compliqué aujourd'hui et moins exporté d'Europe vers les États-Unis? Alors, on est très présent industriellement déjà aux États-Unis, donc pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est pas une urgence. Voilà, on a 2 usines. Alors, on est leader, on a une belle histoire aux États-Unis. On est le leader, on est numéro 1 des pâtes aux États-Unis. On a 2 grosses usines parmi les plus grosses usines de pâtes au monde. Donc aujourd'hui, non, c'est pas d'actualité. Et puis de vous à moi, pour l'instant, on suit le développement des nouvelles qui toutes les semaines évoluent et changent. Donc comme vous, on regarde les news, mais pour l'instant, il n'y a pas d'impact direct de ce qui se passe par là-bas. Et pour l'instant, une fois de plus, on est très largement implanté industriellement déjà. Alors, pour en revenir à votre métier, les pâtes, le métier de base, finalement, il n'y a rien de plus basique. Vous allez me dire que c'est très compliqué, mais enfin, il n'y a rien de plus basique que des pâtes à fabriquer. Comment est-ce qu'on arrive à innover, à se distinguer dans un secteur finalement qui a l'air si simple? Par exemple, là, vous venez de sortir des pâtes hyper protéinées. Est-ce que ça, c'est pas un peu marketing? Non, alors je vais vous reprendre sur le fait que c'est pas simple de faire des bonnes pâtes.
C'est difficile, c'est la cuisson. Alors non, mais même d'un point de vue industriel, il y a un gros travail sur, une fois de plus, la sélection de la matière première, plus qu'une fois de plus, les pâtes, c'est du blé et de l'eau, donc la qualité de votre blé dur va très fortement impacter la qualité de vos produits. Ensuite, il y a tout son process industriel, son séchage, etc., qui fait que c'est pas aussi simple que ça de faire une bonne pâte et une pâte de qualité, et d'ailleurs dans le temps et de manière continue. C'est la plus grosse difficulté. Ensuite, ce qu'on constate, nous, c'est cette fragmentation de la consommation et de nos consommateurs. Et une fois de plus, notre objectif, c'est de répondre à toutes leurs attentes. Nous, aujourd'hui, dans notre portefeuille, vous allez retrouver des pâtes sans gluten. Pour une entreprise qui fait du gluten, je peux vous dire que ça fait débat, mais on a une part de nos consommateurs qui demandent des pâtes sans gluten de qualité, donc on a été en mesure de leur offrir. Donc on a effectivement développé les pâtes au blé complet, on a développé des pâtes bio. On a donc les 2 derniers développements l'année dernière, on a lancé les pâtes très filées au bronze, qui est la nouvelle tendance sur le marché des pâtes. Pareil, tendance qui est déjà très présente en Italie et qui s'exporte. La protéine, c'est la nouvelle tendance. Et la protéine, voilà, la protéine plus, c'est voilà, donc c'est aussi, c'est dans le contexte dans lequel on est, qui est de se dire c'est aussi une alternative à la protéine animale, d'avoir un apport protéiné végétal d'une autre manière, puisque une fois de plus c'est 20 grammes sur 100 grammes de pâte. Et ouais, c'est une très belle inno parce que donc c'est une pâte riche en protéines, mais qui est enrichie en farine de pois, donc totalement végétale. Et toute la complexité de cette innovation, c'est qu'il fallait que ça garde le goût des pâtes. Et que vous ayez malgré tout le sentiment de manger. Voilà. Et donc ça n'a pas été simple, c'est 3 ans de développement industriel pour nous. Alors on avait déjà une success story aux US sur les pâtes aux protéines, donc qui avait déjà rencontré un succès là-bas. Que vous espérez donc dupliquer qu'on espère, en France. bien sûr, dupliquer en France. Alors on va avancer un petit peu pour évoquer la consommation. Vous disiez qu'il y a une fragmentation des repas. On se souvient pendant le Covid que tout le monde s'est rué sur les pâtes, on expliquait que les gens allaient consommer différemment. Qu'est-ce qui a vraiment changé en réalité depuis le Covid sur la consommation au quotidien? Alors c'est vrai que cette période de Covid a été assez particulière pour nous faiseurs de pâtes, donc ça nous a rappelé l'importance qu'on avait pour le quotidien des gens. Ah non mais moi je peux vous dire les coups de téléphone que je recevais une dizaine de coups de téléphone tous les jours pour avoir de la marchandise. Mais non, les gros phénomènes, alors maintenant je pense qu'on a un peu de recul post-Covid, je pense que les grosses tendances et changements de consommation qu'on a constatés, c'est une recherche de praticité. Qui par exemple pour moi se traduit quand on regarde les channels et les réseaux de distribution qui se développent le plus depuis et qui continuent de se développer, c'est de la proximité, c'est du drive. C'est-à-dire que je vais au magasin en bas de ma rue et je vais aller acheter ce dont j'ai besoin. Donc fondamentalement vous stockez moins, ça c'est un phénomène qu'on a vu. Quand avant vous stockiez 6-8 paquets de pâtes dans votre cuisine, c'est plutôt le cas. Le drive continue de se développer là aussi, praticité. Je vais plus prendre ma voiture et faire 50 km pour aller à l'hypermarché du coin. Et puis je pense qu'il y a aussi un élément de pouvoir d'achat parce que j'évite la dispersion et j'achète une fois de plus que ce dont j'ai besoin. Donc je trouve qu'en termes de fréquentation de points de vente et de réseau de développement, ça a changé. Nous, pour vous donner une idée, le drive, donc qui est le click and collect, désormais ça atteint quasiment 15% de notre chiffre d'affaires. Ouais, donc le click and collect, c'est commander et aller chercher. Et aller chercher ce soir, plus bien sûr la livraison. On voit aussi que les gens, des jeunes, encore plus en dehors de chez eux. Oui. Vous qui vous êtes développé en grande distribution, qu'est-ce que ça change dans les produits que vous pouvez proposer? Alors voilà, ça c'est aussi un des autres développements, c'est-à-dire que ce qu'on dit nous, c'est-à-dire que ce avec quoi on a grandi, qui est le petit-déj dîner, ça s'étiole. Donc effectivement, les instants de consommation sont multiples, variés, et pas nécessairement au moment avec lesquels on a grandi. Donc nous, oui, le réseau, ce qu'on appelle le hors domicile, est une priorité pour nous de développement. Sa part d'estomac, ce qu'on appelle part d'estomac, je pense ne va faire que se développer. Et donc là, oui, il y a un travail spécifique, puisque là, on travaille avec tous les opérateurs de la restauration, et là, on travaille avec des produits spécifiques, avec des assortiments spécifiques, avec des approches différentes, parce que c'est des attentes qui sont différentes. Mais oui, c'est la consommation hors domicile est une priorité pour nous. Et on est assez convaincu que dans le temps, elle va ne faire que se développer. Là aussi, cette dimension mondiale nous permet d'apprendre de ce qui se passe ailleurs. Et ce qu'on voit, c'est que le nombre de repas pris à l'extérieur, quand vous êtes aux US, au UK ou aujourd'hui en Asie, et rien à voir avec la situation qu'on connaît en France. Et bien sûr, on a aussi ces nouvelles générations et nos consommateurs de demain qui sont d'autant plus enclins à consommer à l'extérieur ou d'ailleurs se faire livrer chez eux. Alors, en ce moment, le monde est très agité. On constate des grosses tensions, notamment sur les chaînes d'approvisionnement.
Je crois que vous-même, vous manquez d'œufs, ce qui est pas facile quand on fabrique des pâtes. Ouais. Alors, comment est-ce que vous adaptez à ça? Est-ce que ça vous conduit à changer vos recettes ou est-ce que vous changez vos circuits d'approvisionnement? Non, alors là où vous avez raison, c'est que la tension sur les matières premières n'a jamais été aussi forte. Quelles sont les matières premières sur lesquelles vous êtes particulièrement tendu, vous? Alors, il y en a une qui est chronique. Une qui est chronique, c'est les céréales. Vous avez une crise tous les 5 ans. Il suffit d'un incident climatique dans un endroit du monde pour que les marchés soient dérégulés. Donc, on a connu ça il y a 3 ans avec le cours du blé dur qui a fait x2. Je pense qu'on se rappelle tous de l'inflation sur les pâtes. Voilà. Ensuite, si vous parlez d'un temps plus proche, plus récent, ce qui nous arrive en ce moment, c'est le cacao, qui est donc cours a fait x2. Donc, sur les métiers de la boulangerie, voilà. Vous avez le beurre, dont les cours ont également explosé. Vous avez les œufs, où suite à, effectivement, alors il y a plusieurs phénomènes. On parle de crise sanitaire dans certains pays du monde. On parle de protéine animale la plus vendue aujourd'hui et la plus accessible, qui fait que oui, on se retrouve par moments sur des tensions. Donc nous, et je pense qu'on a appris du Covid, et de la sortie Covid, c'est-à-dire que voilà, on démultiplie nos sources d'approvisionnement pour être en sécurité. Quand avant on avait potentiellement un fournisseur, 2 fournisseurs, aujourd'hui on a au moins 2, on a au moins 3 pour chacune de matières premières principales. 2, on a accéléré notre travail de filière, parce qu'une fois de plus on s'est rendu compte que dans le travail de filière, non seulement bien sûr vous rémunérez mieux un agriculteur, mais quand il y a une crise, vous avez aussi plutôt tendance à être d'abord servi, les premiers. Donc nous on a accéléré sur les céréales, mais on a développé de la filière sur les œufs, on a développé le basilic maintenant il y a 2 ans. Donc voilà, c'est un peu la manière dont on s'adapte, mais maintenant on vit avec de manière, comment j'ai envie de dire, le temps où on croyait que toutes nos matières premières étaient fondamentalement disponibles, il est fini. On a beaucoup accusé les industriels de faire aussi de la shrinkflation, c'est-à-dire en mettre un petit peu moins dans les produits, justement pour mieux absorber cette inflation de vos cours. Est-ce que ça, c'est des choses que vous... Non, alors c'est des choses aujourd'hui qui ne drivent pas. Changer vos recettes? Non, la seule, je peux vous raconter pour l'anecdote, la seule fois où on a été obligé de changer nos recettes, c'est déclenchement de la guerre en Ukraine, l'huile de tournesol indisponible, on a basculé toutes nos recettes de sauce en huile d'olive. Elles étaient meilleures. Donc là, voilà, c'était meilleur. Donc voilà ce type d'incident concret. Il nous est arrivé, pareil, guerre en Ukraine, on s'est retrouvé 3 mois sans emballage carton. À contre-cœur, on a basculé en emballage plastique pendant 3 mois. Donc voilà les choses très concrètes qui arrivent. Mais aujourd'hui, oui, non, on est comment dirais-je, en gestion de crise permanente pour assurer la continuité de l'activité. Et oui, sur la matière première, 2 pistes qui sont 1, le travail de filière, ça vous donne une priorité en cas de tension, et 2, la démultiplication du nombre de fournisseurs et sur votre sourcing. Alors, vous vendez des produits qui sont très bons, mais qui sont aussi accusés de faire grossir. Le pain Harris, par exemple, on dit que c'est pas. Est-ce que vous travaillez sur l'allègement de vos recettes, sur sur ce travail de diététique? Pourquoi est-ce que je crois que vous n'êtes pas au Nutri-Score, vous? Si, on l'a sur la marque Harris. Vous l'avez le Nutri-Score, pas sur les pâtes. Pas sur les pâtes, non, parce que la marque est globale et que le Nutri-Score s'applique pas partout dans le monde, donc voilà, ça s'impose à d'autres. Quand j'ai la marque française. Non, alors je vais vous dire 2 choses. La première, je trouve qu'on va extrêmement loin sur la manière où on attaque l'alimentation au quotidien en France. C'est, je pense, assez insupportable, parce que je reste convaincu, et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, on est quand même en France avec un modèle alimentaire et un système alimentaire qui est l'un des meilleurs du monde. De mémoire, c'est le premier ou le deuxième. Donc je trouve qu'on va vraiment dans les extrêmes. Il n'empêche qu'en parallèle, oui, on n'a pas attendu le Nutri-Score d'ailleurs. Moi, nous, c'est 490 recettes de produits qui ont été reformulées depuis 15 ans. Sur Harris, c'est 90% de mes recettes qui ont été revues avec globalement, une fois de plus, c'est un travail, globalement, c'est la réduction du taux de sel, c'est la réduction du gras, la réduction du sucre. Donc, je trouve que voilà, on est suffisamment responsable dans notre industrie pour savoir faire ces choix-là, et j'ai envie de vous dire, de toute façon, si on ne les fait pas, on a quelqu'un en face qui décide, qui est le consommateur, qui décidera si on met notre produit dans son caddie ou il ne le met pas. Donc voilà, je trouve qu'il y a des injonctions pas très agréables, quasi quotidiennes,
Comment vous l'expliquez? Parce que... franchement, j'ai du mal à me l'expliquer. Il est très français, le phénomène. Et une fois de plus, on est la première industrie de ce pays. On a une cuisine assez fantastique que tout le monde nous envie à travers le monde. Et on lui tape dessus tous les 3 jours. Point de vue personnel, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Ça n'empêche pas qu'il il faut faire preuve de responsabilité parce que les sujets sont là, les sujets d'obésité, les sujets de diabète. Et oui, nous, entreprise agroalimentaire, c'est notre responsabilité de faire tout ce travail-là. Alors il y a un autre sujet qui est très français, ce sont les sujets des négociations commerciales. Tous les ans, les industriels et les distributeurs négocient les prix. Tous les ans, c'est un psychodrame où les industriels sont accusés d'augmenter leur marge. Qu'est-ce qui est méchant dans l'histoire et qu'est-ce qui tire... Non, alors c'est vrai, ça fait partie. C'est un autre atypisme à la française. Ouais. Et je vous dis ça, j'ai envie de dire, d'une casquette d'une entreprise internationale qui a le regard de la France. Donc, je vous dis, ces espèces d'attaques au quotidien sur ce qu'on fait, la manière dont on le fait. Et 2, ouais, nos négociations commerciales. Alors, je prendrai pas sous l'angle qui est méchant ou pas méchant, parce que moi, j'ai pas de problème. Les industriels sont souvent accusés de gonfler leurs marges et de profiter de... Ouais, à tort. À tort, parce que, une fois de plus, on est dans un marché français où on est en déflation, et là encore, au moment où on se parle, on est en déflation. En 2024, on était en déflation sur les produits de l'agroalimentaire. Comme tous les marchés européens, il y avait de l'inflation, donc je ne pense pas qu'il y a une exagération. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une espèce de défiance où, ouais, j'ai envie de vous dire, c'est une espèce de, comment dire, on appelle ça cirque. Et moi, j'ai un point de vue personnel. Je trouve qu'en France, voilà, on négocie trop longtemps. Oui, les relations sont plutôt... j'ai envie de dire musclé. En fait, c'est le système qui conduit à l'affrontement. Ouais, c'est un système. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir des négociations plus apaisées? Je pense qu'il y a une prise de conscience collective qu'on est dans une chaîne alimentaire qui a besoin de recréer de la valeur. Et je pense que le prix bas, il est complètement antagoniste avec ce qu'on doit faire, puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est demandé? C'est de mieux rémunérer notre amont agricole et faire en sorte que nos agriculteurs vivent mieux parce qu'on en a bien besoin. Et c'est tout à fait légitime de se dire qu'il faut qu'on rémunère mieux nos agriculteurs. Derrière, on a une transition écologique à assurer, donc beaucoup d'investissements dans nos industries. Donc ça c'est juste incompatible avec les prix bas. Je pense qu'il y a une notion de prix juste, et je pense que nos consommateurs sont aussi prêts à accepter la notion de prix juste. Et un prix juste, c'est un prix qui rémunère correctement l'agriculteur, c'est un prix qui permet de développer des produits de qualité, qui soient nutritionnellement équilibrés, responsables. Et voilà, je trouve qu'on a un modèle qui est pas bon, et c'est pas moi qui va le dire. Est-ce qu'il faut revoir le système des négociations commerciales annuelles, où on ne négocie qu'une fois par an, et ce qui crée peut-être des tensions, avec l'idée, dans un monde où les matières premières sont de plus en plus volatiles, où il faut négocier toute l'année? Alors, ce que je disais tout à l'heure, on négocie déjà trop longtemps de mon point de vue, donc je pense que si on laissait la porte ouverte à une négociation annuelle, on ne ferait que ça. Ce serait pire, ça c'est le premier point. Le deuxième, aujourd'hui, on a une loi qui fait que s'il y a une déviation majeure d'un cours de matières premières, les négociations sont réouvertes. Donc nous, on a vécu le cas avec le blé dur. Quand le blé dur a augmenté soudainement, il y a une négociation à la hausse. Quand le prix du blé dur a baissé, on a eu une négociation à la baisse. Donc voilà, je trouve qu'on a un cadre aujourd'hui. On entend cette espèce de truc qu'on négocie une fois dans l'année, c'est faux. Ça, je m'inscris en faux. On négocie toute l'année. Et une fois de plus, on n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des clauses dans un contrat qui fait que s'il y a une matière première qui dévisse à la hausse ou à la baisse, on révise, on reparle. Alors le groupe Barilla, donc un groupe étranger qui investit de façon conséquente en France. Oui. Est-ce que, alors, il y a beaucoup de questions sur l'attractivité de la France. Est-ce que vous trouvez que la France est toujours aussi attractive pour un investisseur étranger? Absolument, et je répéterai ce que disent mes patrons et la famille Barilla, parce que vous avez raison, en France, nous, ces 10 dernières années, on a investi plus de 200 millions d'euros dans nos usines, donc c'est j'ai envie de dire, la parfaite preuve que la France reste attractive, parce que leurs investissements, ils auraient pu les mettre partout ailleurs dans le monde, donc il y a ça. Et le deuxième point, ouais, je trouve que là aussi, il y a peut-être un peu de dénigrement, mais oui, non, la France, elle est attractive, et on oublie de rappeler qu'en France, vous avez un coût de l'énergie qui est extrêmement compétitif par rapport à plein de pays européens. On oublie de dire qu'en France, vous avez une infrastructure de transport qu'une fois de plus, beaucoup nous envient, donc qui facilite beaucoup les travaux, enfin les déplacements de produits et votre logistique. Vous avez des talents. En France, vous avez des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. C'est heureux.
Oui, absolument. On peut imaginer un jour qu'il y ait des usines Barilla, de pâtes Barilla en France. Peut-être, mais c'est pas l'actualité aujourd'hui, puisque la chance qu'on a, c'est qu'on est qu'à quelques kilomètres de la frontière. Donc les pâtes, ça reste italien. Voilà, non, et elles sont pas saturées. Donc le jour où elles seront saturées, potentiellement, on réfléchira à d'autres choses. Mais non, la chance qu'on a, c'est qu'on reste très proche. On est à quelques kilomètres des frontières françaises. Et je rajouterais même que nous, quand on a eu des démarches d'investissement, il y a aussi un soutien et un accompagnement des pouvoirs publics, que je vous dis aussi, beaucoup de pays nous envient, et des fois on l'oublie. Alors, on va terminer cette émission en parlant un peu de vous, Miloud Benaouda. Ça fait 25 ans que vous travaillez chez Barilla, et vous l'avez dit à plusieurs reprises au cours de cette émission, c'est un groupe familial. Qu'est-ce que ça a de particulier de travailler dans un groupe familial ? Alors, effectivement, 25 ans, donc je peux essayer d'écrire. Alors, 2-3 éléments un peu différents. Oui, vous êtes dans un temps long. C'est-à-dire que, voilà, moi je suis dans une entreprise. Voilà, et j'ai envie de dire, ces messieurs, comment je termine le 31-12, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est à quoi Barilla va ressembler dans 10 ans. En France. Donc, ce qui fait que, par exemple, des décisions d'investissement dans une entreprise familiale sont potentiellement plus simples à faire parce que ça accepte des retours sur investissement plus longs qu'une entreprise plus capitalistique, donc c'est quand même plutôt agréable. Le deuxième, comme ils sont une fois plus sur ce temps long, c'est des gens qui, nous on a une obsession de notre capacité d'investissement, parce que convaincus que pour durer dans le temps et assurer la pérennité de l'entreprise, vous devez investir à tous les niveaux, que ce soit industriel, derrière vos marques, derrière vos organisations. Donc voilà, moi je suis pas dans une entreprise où il y a une obsession du profit. Le profit n'est que la résultante de la stratégie et de vos capacités d'investir. Et 3, j'ai envie de dire, une fois plus, des gens qui sentent, c'est une entreprise qui a une responsabilité sociétale, ou qui en tout cas vit sa responsabilité sociétale, étant acteur de l'agroalimentaire, donc que ce soit à l'encontre, j'ai envie de dire, de nos salariés, l'écosystème avec lequel on interagit, que ce soit nos agriculteurs et nos clients. Donc voilà, et il y a aussi, dans mon rôle, beaucoup d'autonomie qui est laissée dans les marché. Mais sur ce sujet sociétal, vous disiez tout à l'heure qu'on est en permacrise depuis 5 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de conduire vos équipes et l'entreprise au quotidien ? Alors je dis souvent, aujourd'hui, tous... C'est plus dans l'urgence. Non, alors c'est pas l'urgence, mais maintenant, j'ai envie de dire, comment dirais-je, mes estimations, mes prévisions du trimestre, elles tiennent pas de trimestre. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire, au moment où on se parle, à quoi va ressembler le 31-12, parce que je ne suis pas naïf sur le fait que beaucoup de choses peuvent se passer encore d'ici là. Donc, qu'est-ce que ça suppose ? Et une fois plus, on l'a développé ces dernières années avec ce qui s'est passé, c'est, oui, une agilité. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement proche du terrain, de vos consommateurs, de vos clients, de vos fournisseurs, pour être en capacité de réagir rapidement en cas de crise, comme on le dit. Ça veut dire avoir les scénarios et les scénarios prêts. Nous, il y a une culture, j'ai envie de dire une culture interne d'entreprise qui est je me prépare pour le pire et j'espère le meilleur. Bon. Mais au moins je suis prêt. De l'agilité, ce sera le mot de la fin. De l'agilité. Voilà. Cette émission est terminée. Merci beaucoup Miloud Benaouda d'être venu nous voir. Merci pour l'invitation. Merci Olivia. Merci Olivia. Et merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur le site du Figaro ou en replay sur le Figaro TV. À bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit d'entreprise.